On est déjà vendredi aujourd'hui et tout d'abord, déjà d'avance, je vous souhaite un très bon week-end à tous, hein. Voilà, puisque en plus il va faire beau sur la région parisienne en tout cas. Bien, chose pour remise, chose due. Aujourd'hui, on va complètement oublier euh, au moins 30 ans. Vous savez que ma dernière vidéo parlait des années 1970. Et là, on va carrément se prolonger, aller dans le futur. Je vais vous emmener à Paris en 1989. Et évidemment, il s'est passé beaucoup de choses entre 1970 et 1989. Mais cela, ce sera développé plus tard dans mon livre ou mes livres. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est très sexe, très sensuelle. C'est Paris la nuit, c'est mes rencontres avec les stars, mes premières années à Paris et mon premier coup de foudre. Euh, Bien, on va donc démarrer cette histoire. Alors, je suis arrivé à Paris en, en janvier 1987. Ah, c'était une grande aventure. Cette année-là, il y avait beaucoup de neige. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah, il y avait plus de mètres de neige par endroit à Paris, hein. Je me souviens très bien. J'ai dû m'acheter des bottes, des bottes qu'on utilise en montagne quand on va faire du ski. Euh, Bon, évidemment, toute cette partie de mon pourquoi je suis venu à Paris en 1987, moi qui habitais dans un petit village dans la Vienne qui s'appelle Port-de-Pile. Là, je vous donne un grand indice, hein. Alors, retenez bien ce petit nom, Port-de-Pile, dans la Vienne, à 24 km de Châtellerault. Alors ça, c'est vraiment... Là, je vous fais un beau cadeau, là, ce matin déjà, pour commencer cette vidéo, hein. Bien sûr, toute cette partie de Port-de-Pile, de la Vienne, avec ma famille, mes parents, seront développées dans le livre, bien sûr. Alors là, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de choses à raconter, hein. Il s'en est passé des choses, croyez-moi. Alors, revenons en ce janvier 1987. Bon, si vous savez compter, vu que je suis né en 1960, j'ai 27 ans. Évidemment, à 27 ans, on sort de sa province, on est complètement fou, complètement hystérique, on rêve de plein de choses, de plein de choses, de plein de choses. Qu'est-ce qu'on rêve? On rêve, on rêve, on imagine des choses magnifiques. Mais ça aussi, ça sera développé plus tard dans mon livre. Euh, Tout d'abord, il y a un personnage très célèbre en France qui fait que je viens travailler à Paris. Il y a aussi le fait que je me trouve au chômage et que l'hiver dans la Vienne, il n'y a pas de travail. J'ai un CAP de peintre décorateur et l'hiver, je me trouve souvent au chômage. Ça aussi, ce sera développé dans mon livre. Donc, j'arrive à Paris dans une période assez spéciale, hein. Daniel Balavoine vient d'avoir un accident. Moi qui suis hyper fan, je suis très triste et très peiné. Ah, Daniel Balavoine. Est-ce que vous avez lu ces textes? Les tests, les tests de, les textes de Daniel Balavoine, mesdames et messieurs. Oh, ce mec. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai aimé ces chansons. Car Daniel Balavoine vient d'avoir un accident dans le désert Paris-Dakar.
c'est un choc national. On vient de perdre Coluche il n'y a pas très longtemps. On vient de perdre Dalida il n'y a pas très longtemps. Dalida. Oh là là. Moi qui adore le monde du spectacle, le monde de la chanson, le monde du théâtre, les beaux textes, les belles chansons. Je suis imprégné depuis mon enfance, depuis l'âge de 12 ans que je suis arrivé en France, depuis que mon père achetait une télé à l'âge de 14 ans et qu'on regarde toutes les émissions de variété à la télévision française. Je suis un grand amoureux de la chanson française. J'écoute tout, de tout, de tout, de tout. À la maison, c'est extraordinaire, c'est nous qui choisissons le programme télé. Mes parents ne savent pas lire ni écrire. Alors, on prend tous les week-ends Télépoche. Alors ça, c'était un plaisir énorme. On allait faire 2 kilomètres à pied, 3, pour aller chercher notre Télépoche pour regarder les programmes de la télévision. Mes parents nous laissaient complètement libres du choix des programmes. D'ailleurs, comme ils ne savaient pas lire ni écrire, on avait le prime time des choix de la télévision. Mes grands frères n'étaient pas trop fans de télévision. Moi, j'étais très fan de la chanson française, de la musique portugaise, du fado, de la musique traditionnelle, des vieilles chansons françaises qui étaient déjà là et que moi je ne connaissais pas. J'étais complètement à l'âge de 18 ans quand j'ai eu ma première fiche de paye, quand j'ai eu un CDI avec mon CAP de peintre et décorateur. Tous les week-ends, j'allais au marché à Descartes. Descartes. Retenez bien cette ville, mesdames et messieurs, Descartes. Et on a habité aussi à Saint-Rémy-sur-Creuse. Saint-Rémy-sur-Creuse. Il y a juste la rivière qui sépare Saint-Rémy-sur-Creuse de Descartes. Tous les week-ends, je prenais ma mobilette ou mon vélo, tout dépendait de l'âge, et puis après je prenais ma voiture quand j'ai eu mon permis. C'était notre bonheur, c'était notre passe-temps du dimanche matin. On allait à Descartes faire le marché. Bien sûr, sur ce marché de Descartes, il y avait un vendeur de musique. Bien sûr, de cassettes et de 45 tours et 33 tours à l'époque. Évidemment, c'était le type spectacle du dimanche matin. On remontait la grande rue de Descartes et on tombait sur le vendeur avec, évidemment, il mettait des disques, des chansons, des récentes, des moins récentes. Oh là là! Dès que j'avais un peu d'argent par rapport à mon salaire, etc., j'ai acheté des vieux disques, des disques de Michel Sardou, des disques de Christophe, des disques de Michel Sardou, des disques de Piaf, des disques de Jacques Brel, des disques de Jean Ferrat, du disco, parce qu'on est dans les années 80, c'est la période disco. Moi, qui je suis un grand danseur, qui danse tout le temps, tout le temps, tout le temps, à chaque fois qu'il y a ABBA, un nouveau disque d'ABBA, j'achète le 45 tours d'ABBA. Et pas seulement ABBA, il y a plein de chanteurs de l'époque, français, étrangers, Mandalire, Dalida, David Bowie, X-Dance, Ah, j'étais un fou si vous avez vu Abel sur les pistes de danse. Stop, stop, on arrête là. On arrête là. La suite sera dans mon livre, je ne vais pas tout vous raconter quand même. C'était juste quelques minutes de ma jeunesse de 20 ans, 18 ans, à Port-de-Pile, Saint-Rémy-sur-Creuse, Descartes. Il y aura toute une partie très développée dans mon livre. Vous allez vous éclater, les enfants, vous allez vous éclater. Revenons à notre année 1987.
J'arrive à Paris, complètement hystérique, complètement dingo. Je me drogue pas, je bois pas, très peu. Mais j'ai un amour pour le spectacle, pour la chanson française, pour les artistes, très développé, très très développé. Et vous le saurez quand vous aurez le livre dans les mains. La première chose que je fais tout naturellement, par instinct et parce que j'aime ça, je vais à RTL, Radio RTL, qui se trouve pas loin des Champs-Élysées, dans une petite rue. Et dans cette radio d'RTL, vous avez des programmes qui sont enregistrés en direct avec des figurants. C'est-à-dire, ils font rentrer des gens, il y a une petite salle, il faut faire la queue pendant des heures et des heures le matin ou l'après-midi, ça dépend pour quelle émission. Si c'est pour l'enregistrement des grosses têtes, c'est l'après-midi. Si c'est pour l'émission de Fabrice, la valise RTL, c'est le matin. Si c'est pour l'émission Hit Parade, Top Encore, c'est l'après-midi ou c'est les samedis avec André Torrent, les Hit Parades d'André Torrent, les émissions de Anne-Marie Pesson le dimanche matin, disque à la demande, extraordinaire, extraordinaire. Il y a des émissions extraordinaires sur RTL à cette époque-là. Moi, déjà, quand j'étais peintre, décorateur, sur les chantiers, j'écoutais toujours RTL. RTL, c'était ma radio, c'était mon porte-bonheur à moi. J'avais une petite radio, toute petite, et j'écoutais RTL 24 heures sur 24 presque. Ça aussi, ça sera développé dans mon livre. Alors, comme je suis un fan des chanteurs, des fans des chanteuses, de la bonne musique, des bons textes, et que je suis fan de cette radio, mes premiers mois vont être consacrés à la radio RTL. Et bien sûr, je participe à toutes les émissions d'enregistrement avec Boulevard, avec Fabrice, la valise RTL, avec Top Encore, je crois que ça s'appelait comme ça, André Torrent, c'était aussi enregistré. C'était une aventure extraordinaire, extraordinaire. Bon, passons, passons. On ne va pas passer toute la vidéo sur Radio RTL. Vous aurez plus de détails dans mon livre. Bien, il se passe des choses très très vite. Évidemment, moi qui viens d'un petit village de province, très vite je viens un appât pour les voyous et les malfrats. Malheureusement pour moi, je fais une rencontre à RTL pas très saine. Dans cette petite rue RTL, il y a un café tout en face de la maison RTL. À cette époque-là, tous les artistes, avant les émissions, allaient voir leur petit café ou leur petite bière. Et souvent, moi, j'étais déjà là, assis, en train de boire mon café, et je voyais passer Alain Delon, tous les vedettes qui allaient faire leurs émissions. Et tout. J'étais complètement dingo, hein. Vous imaginez un garçon de 27 ans qui n'a jamais vu le trou du monde, qui n'a jamais vu des vedettes, des chanteurs, des artistes de cinéma, de télévision passer à RTL. Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Merveilleux. D'ailleurs, je demande des orthographes à Alain Bachung, à Alain Delon, à plein de chanteurs. Là, tout de suite, ils ne me viennent pas tous en tête, mais très très vite, je fais une mauvaise rencontre qui va me poser beaucoup de soucis et qui va m'amener à que je rentre dans une pizzeria comme commis en salle. Ça, c'est une partie qui sera développée dans mon livre. Parce que là, je n'ai pas envie de vous parler de choses tristes et graves, et graves. Ça sera développé plus tard. Très bien. Revenons à presque 2 ans après, en 1989. 1989, déjà, je me suis remis de cette mauvaise aventure avec cet escroc. Je change de restaurant
parce que la pizzeria où je travaille, c'est des Italiens, rue du Renard, à Paris, à côté de l'hôtel de ville. Je ne vous dirai pas l'adresse exacte pour l'instant. C'est l'esclavagisme. Un seul mot, ce restaurant, c'est l'esclavagisme. Ce sera une partie qui sera très développée dans mon livre parce que j'ai fait plus de 20 ans dans la restauration gastronomique, dans la restauration du sud-ouest de la France, dans la bonne cuisine italienne, etc., etc. Ce sera une partie qui sera très développée par rapport aux conditions de travail, l'esclavagisme qu'il y a dans les restaurants, toute cette technique pour emprisonner les gens, pour qu'ils restent travailler, pour qu'ils soient malheureux, dévisés pour mieux régner, etc. Ce sera une partie très intéressante dans mon livre qui sera développée. Mais là, aujourd'hui, cette vidéo n'est pas faite pour ça. Passons. Tout commence à aller bien dans ma vie, je prends confiance en moi. Un collègue de travail qui est chef de rang, et moi je suis commis, un beau jour il me dit: Abel, tu as beaucoup de qualités, tu devrais essayer de trouver un autre travail ailleurs, dans un autre restaurant, beaucoup plus chic, beaucoup plus calme pour toi, d'un style différent. Ce garçon qui est très gentil, qui m'aime bien, me donne des indices. Tu sais, il y a un journal spécialité qui s'appelle l'hôtellerie, qui sort une fois par semaine. Tu devrais regarder les annonces. Des fois, tu pourrais trouver un travail beaucoup plus apaisant où tu te plairais plus. Un jour, je tombe malade. Et donc, je tombe en arrêt de travail. Après un mois et demi, à peu près, de travail dans cette pizzeria, rue de Renard, Paris, à côté de l'hôtel de ville. Je commence de nouveau à sortir en boîte, à danser, à prendre plaisir des choses simples. Ces sorties en boîte, dans les boîtes homosexuelles à Paris, que ce soit le Club 18, le club tout court, qui est au début de la rue Saint-Denis à l'époque, c'est des clubs qui sont très branchés, qui sont 100% homosexuels, où il y a de la bonne musique. Je vais le week-end, ou même parfois en semaine, parce que c'est des boîtes qui sont gratuites. Il faut juste prendre une boisson en semaine, on rentre, c'est magnifique, c'est extraordinaire, il y a une ambiance, c'est des petits clubs, il y a de la bonne musique. Moi, je m'éclate. Je m'éclate parce que j'adore ça. Je danse toutes les soirées, je danse. Je n'y vais pas pour faire une rencontre spécialement, parce qu'à l'époque, je suis très timide. Les garçons parisiens, le monde parisien est un peu spécial. Je ne m'y retrouve pas trop à ce moment-là encore. Ça aussi, ce sera développé plus tard dans mon livre. Bien. Un jour, je tombe par hasard sur une annonce. Cherche commis de salle, petit restaurant, rue des Bernardins, Paris 5e. Je téléphone et j'obtiens un rendez-vous avec les patrons. Ces deux associés qui viennent d'ouvrir un restaurant et qui viennent se mettre à leur compte. Avant, ça s'appelait Duquesnoy, ce restaurant, et puis eux, ils l'ont appelé le Diapason. Ce restaurant, le Diapason, n'existe plus de nos jours. C'est pas la peine de le chercher rue des Bernardins, Paris 5e. Bien. Je vais à ce rendez-vous et je suis très bien accueilli. C'était un petit restaurant gastronomique française, une cuisine travaillée, très très bonne cuisine. On mange pour 150 francs au déjeuner et 300 francs le soir. Le menu à la carte avec menu dégustation, c'est tout à fait différent de ce que je faisais à la pizzeria. On sert le vin dans des garafes ou dans des petits paniers.
avec des tables magnifiquement décorées avec des vraies fleurs. Toutes les semaines, il y a des fleurs qui sont mises en place, toutes fraîches, des jolis bouquets de fleurs partout. C'est une salle très petite où il y a une vingtaine de couverts avec en bas un petit salon privé. Très vite, le courant passe entre ces deux associés et moi. Je leur raconte un peu mon parcours et en plus, ce qui est extraordinaire, ils me proposent un travail à temps partiel. C'est-à-dire, plus les journées avec des coupures, toute cette fatigue accumulée à ne pas dormir le soir parce qu'on rentre tard, parce qu'il n'y a plus de transport à Paris pour rentrer. Parfois on rentre à pied, parfois on rentre en taxi. On claque les pourboires comme ça dans les taxis. Ce monsieur, qui est d'origine juive, m'embauche et son associé qui est en cuisine, qui est très sympa aussi. Tout de suite, le courant passe très très bien. Je suis un garçon posé, calme, bien éduqué, qui fume pas, qui boit pas, qui a des principes, honnêteté avant tout. Il m'embauche, il m'embauche. Et là, c'est une autre vie qui démarre pour moi. Alors, cette partie aussi ne va pas être développée dans la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi sur cette aventure, sur les artistes, sur les gens très célèbres qui viennent manger dans ce restaurant. Entre autres, un jour, mon patron reçoit un coup de fil d'un monsieur très important. Il veut réserver le restaurant pour une vingtaine de personnes. C'est quelqu'un de politique et tout ça. Mon patron, il est très excité. Ce monsieur par téléphone lui envoie un chèque d'un compte, etc., pour qu'il se préparer le jour J ce dîner avec ces gens très, très connus. Évidemment, la personne qui a téléphoné, pardon, lui a pas dit qui allait venir comme personnalité politique. Le jour J, le restaurant est réservé complètement à cette soirée spéciale. À un moment donné, on voit des gardes-corps débarquer dans le restaurant. Ils fouillent tout le restaurant, ils descendent en bas, à la cave et tout. C'est assez impressionnant. Ils vont voir la partie pâtisserie avec les commis qui sont là, qui font les pâtisseries parce que les pâtisseries sont faites maison et tout. Ils fouillent tout le restaurant. On ne sait toujours pas, ni moi ni le patron, et les ouvriers qui sont là, les cuisiniers, les pâtissiers, qui va venir comme personnage politique. À un moment donné, 5 minutes après, on jette un petit coup d'œil dehors, rue des Bernardins. On voit des garde-corps, on voit des voitures blindées, etc. Une voiture blindée en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est qui va venir dîner ce soir? Mon patron, il l'amène par l'âge. Il s'est fait avoir. Mon patron s'est fait avoir. On n'y a pas dit qui venait dîner, le personnage politique qui venait dîner. Lui qui est juif, je dis ça parce que c'est très important. Lui qui est juif, d'origine juive, à un moment donné, on va débarquer qui? Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Avec plein de personnalités, des gens dans la politique et tout. Jean-Marie Le Pen. Mon patron était malade. Mon patron était malade. Jean-Marie Le Pen. On va servir Jean-Marie Le Pen pendant tout un samedi soir
au restaurant Le Diapason. Waouh! Oh là là, la tête de mon patron, la tête qu'il a fait. Oh, Jean-Marie Le Pen dans un restaurant et le patron, il est juif. C'est pas du tout sa tasse de thé, moi non plus d'ailleurs. Cette partie sera développée dans mon livre également. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oh là là. Pour finir cette histoire de Jean-Marie Le Pen, avant de partir, figurez-vous qu'il sort sa main de sa poche, et moi qui faisais le vestiaire aussi, office de vestiaire à l'époque, il me donne une pièce. Eh oui, même Jean-Marie Le Pen me donne un pourboire quand je lui donne son vestiaire. C'est rigolo, non? C'est rigolo. Bien. Venons au coup de foudre. Bon, à cette période, tout se passe bien pour moi. Je travaille dans un restaurant calme. Le midi, on fait très peu de couverts. C'est très reposant. On fait un travail vraiment soigné. On change les couverts à chaque entrée, à chaque plat. On fait des dégustations. C'est vraiment magnifique. Magnifique comme travail. Souvent, le soir, je finis tôt parce que comme c'est une cuisine gastronomique, à partir de 10h30, le chef ne prend plus. Donc souvent, je suis libre à minuit. Et j'habite à ce moment-là rue Quincampoix, derrière, derrière le centre Georges Pompidou, rue Quincampoix. Comme vous pouvez le voir, c'est pas très loin. Je peux même rentrer à pied. C'est ça qui est extraordinaire. Parfois, quand je ne suis pas très fatigué, je passe par le club qui se trouve au début de la rue Saint-Denis. Un petit club privé, homosexuel, où il y a de la bonne musique, il y a de la bonne variété des années 80, il y a beaucoup de disco, il y a très peu de house musique, il y a beaucoup de disco, beaucoup de musique des années 70, des choses que j'adore. Et c'est gratuit, il y a juste à prendre une petite boisson dans la soirée. Je connais les jeunes patrons, je suis toujours très bien accueilli, il y a toujours un garde-corps pour surveiller la porte d'entrée, etc. C'est vraiment un lieu chaleureux, discret, sympathique, il n'y a pas d'histoire, tout le monde s'amuse, tout le monde danse, il y a des gens qui boivent plus que d'autres, mais c'est un petit club, c'est sympa, il y a à l'entrée, il y a un grand escalier qui descend tout de suite. Et en bas de l'escalier, à gauche, on rentre. Il y a le bar qui est sur la gauche. Et sur la droite, il y a la piste de danse qui n'est pas très grande, avec quelques fauteuils pour s'asseoir, etc., etc. Chaleureux, ambiance chaleureuse, musique extraordinaire. Je m'y sens vraiment bien. Je ne suis pas très fatigué de mon travail. Tout se passe bien au diapason. On a une bonne clientèle, on travaille pas en courant comme on fait dans les pizzerias, comme dans les brasseries. C'est un travail reposant, on fait vraiment un bon service avec une cuisine extraordinaire du chef et c'est magnifique, c'est magnifique. Avec des pâtisseries faites maison par les commis qui sont là en cuisine, qui se relaient, ils sont en apprentissage et puis de temps en temps ils viennent, il y en a au moins trois quatre pour un petit restaurant de 20 personnes. Hein. Bien. À cette époque-là aussi, je fréquentais euh, une autre boîte très connue qui qui s'appelait le Scorpion. Dans les grands boulevards, pas très loin du Palace, dans la grande avenue, le Scorpion. Le Scorpion, c'était une boîte extraordinaire aussi. C'était une boîte où tous les soirs, c'était gratuit en semaine aussi, et c'était très chaleureux comme club aussi.
La particularité de ce club, c'est qu'il y avait un spectacle vers 1 heure du matin, minuit, comme on fait toujours chez Michou. La bonne musique, toujours comme j'aime, euh, le Scorpion est une boîte un peu plus grande que le club de la rue de Saint-Denis, mais c'est très chaleureux aussi, pas très, ça fait pas trop club de masse avec 1000, 2000 personnes, non, c'est un club pas très grand, hein, le Scorpion. Alors, évidemment, moi, comme j'aime le monde du spectacle, de la bonne musique, il y avait des beaux spectacles de transformistes tous les soirs, c'était magnifique. Même, il y avait des hétéros hein, qui allaient rien que pour voir le spectacle. Hein. Ou des hétéros qui voulaient se faire un petit minet homosexuel et qui avaient envie de, qu'on le, de- qu'on leur fasse une petite gâterie. Et oui, parce qu'évidemment, chez les hétéros, la petite gâterie de leur femme, c'est plus compliqué. Hein. Alors, les hétéros, ils aiment la petite gâterie qu'un vrai homosexuel fait. Et ça, c'est reconnu partout, mesdames et messieurs, partout. Un samedi soir, comme d'habitude, je me déchaîne sur la piste de danse. Je m'éclate sur le disco, sur la house, comme d'habitude. Je m'éclate sur les chansons de Claude François, sur les chansons de Dalida, sur les chansons de Boney M, ABBA, David Bowie, toutes les chansons des années 70-80, disco, des musiques plus dansantes. Il y a un peu de tout. C'est très varié, c'est très beau, c'est extraordinaire. J'ai j'ai, euh, j'ai 20, j'ai 29 ans à l'époque. Je suis complètement dans mon délire. Je danse, je danse, je danse, je danse, je danse. Et je bois très peu. Non, euh, c'est une partie de mon livre que je développerai plus tard. J'ai jamais été porté sur l'alcool. Et il y a une raison à cela. Mais ça, il faudra lire le livre. Vers, euh, vers 11 heures minuit, avant le spectacle de Transformiste, je, je suis en nage, je transpire, tellement que j'ai dansé sur la piste de danse comme un malade. À cette époque, je n'avais pas d'amis qui m'accompagnaient dans les discothèques. Et d'ailleurs, c'était très très rare d'avoir un ami. Il y avait un autre club, le club 18 aussi, qui est 4e ou 3e arrondissement de Paris, je ne sais plus, qui s'appelait le club. Là aussi, c'était une petite boîte. Non, c'était le club 18, pardon. Ça s'appelait le club 18. Je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Peut-être qu'il existe toujours, mais avec des nouveaux patrons. Là aussi, c'était ma troisième adresse. Donc, je suis en nage, j'ai soif. Vers minuit, avant le spectacle de Transformiste, je quitte la piste de danse, je prends le couloir du Scorpion sur la gauche, et en passant dans ce couloir, en face de moi, je vois un jeune homme qui me fait un grand sourire. Un jeune homme de 22 ans, euh, avec des yeux bleus, blonds, mince, magnifique. Il me fait un sourire. Bien, j'ai un ticket ce soir. Je passe devant lui et je vais boire mon petit verre de, sans alcool parce que je ne prends pas d'alcool. Ou de temps en temps, ça m'arrivait de boire un petit truc d'alcool, mais pas très fort. Mais un verre, hein, pas plus. Hein, pas plus. Un verre, c'est tout. Pas d'alcool, pas de cigarette, pas de drogue. Jamais, jamais, jamais. Mais de la musique, oui. Et du sexe, oui. Vous allez bientôt comprendre que Abel, il aime le sexe et les bonnes choses de la vie.
revenant sur la piste de danse, il m'aborde. Ou je l'aborde, je ne sais plus. Paf. Il s'appelle Julien. Il fait encore ses études de formaticien. Ses parents sont médecins. Et j'en passe et des meilleurs. Au lieu d'aller sur la piste de danse, voilà qu'on prend le côté gauche de la discothèque, au fond de la piste de danse, et qu'on va s'installer sur un bord d'escalier pour discuter. Parce qu'il y a beaucoup de musique, le son est très fort, et on se met peu, et quand on rencontre quelqu'un, quand on a envie de bavarder un petit peu, on se mettait sur le côté droit de la discothèque, derrière le bar. Il y avait une espèce d'escalier, il y avait un endroit où on allait à la toilette avec un couloir. Il y avait une partie qui montait, ça devait être la sortie de secours, et il y avait un grand escalier. Et souvent, on s'asseyait là pour se reposer, avec son verre à la main, ou simplement pouvoir discuter, parce que, évidemment, en arrière-salle, le son était moins fort. Très très vite, on s'embrasse, et c'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Il est beau, ce garçon, c'est mon style de mec et tout. On discute un peu. Après, il me laisse tout seul, il s'en va. 5-10 minutes, il revient. Il s'en va, il revient. Mais c'est quoi ce cinéma? Il faut vous dire que c'est un scorpion, ce Julien. Julien est le signe du scorpion. Moi, je suis du signe de la balance. Oula, oula, oula. Très très vite, je m'aperçois qu'il n'est pas très sérieux déjà. Hein. À peine on s'est embrassé, à peine que c'est le coup de foudre, déjà j'ai l'impression qu'il va draguer d'autres garçons. Est-ce que c'est une technique pour me rendre jaloux? Est-ce que c'est sa façon de faire? En tout cas, je suis très troublé par son comportement. Ce Julien, il est vraiment spécial. Mais, comme je suis complètement hypnotisé par ce garçon très beau, blond, aux yeux bleus, 22 ans, mince comme je les aime et tout, très bien habillé et tout, comme moi d'ailleurs à l'époque. Bon, je me, je suis un peu perplexe. Je me sens très mal à l'aise dans la discothèque vers la fin. Il se comporte d'une façon et moi je suis déjà amoureux de lui. Je suis déjà amoureux de lui, de ce Julien. On finit quand même à un moment donné pour quitter la discothèque. Je crois que je n'ai même pas ce soir-là assisté au spectacle. Je sais plus. Je sais plus. On sort de la discothèque, le Scorpion, et on va au parking, là où il a garé sa voiture. Parce que monsieur Julien, il a déjà une voiture. Hein. Il ne travaille pas encore, il finit ses études d'informaticien, mais il a déjà une voiture. Vous imaginez déjà les choses, le décalage entre moi et lui. Le décalage social, tout simplement. Et, bon, évidemment, lui, il a une chose en tête, c'est il n'habite pas Paris, moi j'habite Paris, rue Quincampoix, dans une petite chambre, toute petite, très simple, avec beaucoup de livres sous les côtés, une douche, une plaque électrique, un lit superposé. Vous ouvrez la porte, tout de suite vous tombez sur la douche, etc. Donc on va chez moi, puisque lui n'habite pas à Paris. Et bien sûr, il avait une seule chose en tête, c'est de faire l'amour avec moi. Et moi aussi d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Quand on rencontre un garçon qui nous plaît, qui nous font le cœur, évidemment qu'on fait l'amour avec lui, évidemment, évidemment.
On rentre chez moi, on s'installe par terre sur la banquette, sur la moquette. C'est très petit chez moi. On ne va pas monter là-haut sur le lit superposé, on va se casser la gueule. Avec les lattes et tout qui tiennent à peine. Et le lit, il est fait que pour une seule place. On s'installe donc sur la moquette. On se déshabille, on se fait des câlins, on s'embrasse. C'est très beau, c'est très très beau. C'est très beau. Je, une fois tout nus, tous les deux, je continue à l'embrasser partout, sur son corps, lui donner des baisers, des caresses, des baisers, des caresses, des baisers. Et ça dure très longtemps. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est magnifique. Il est imberbe, il a un corps magnifique. Moi aussi, je suis très beau, je suis jeune, je suis un petit peu plus arrondi que lui, mais j'ai des fesses très très belles, j'ai un corps musclé, un ventre plat, je suis vraiment magnifique. Et lui, il aime le style de garçon que je suis, puisque je suis petit, mais je suis un petit peu plus costaud, j'ai des muscles, et lui, il adore ça. Alors lui, pas du tout, on l'appelle la crevette. Et, euh, et on fait l'amour, bien sûr. Mais l'amour, ça veut dire quoi, faire l'amour? Faire l'amour, vous croyez que c'est toujours comme vous pensez, vous, les hétérosexuels, que tout de suite on va pénétrer un garçon? Non, pas du tout. Pas du tout, ça se passe pas du tout comme ça. Il y a beaucoup d'homosexuels où il n'y a pas de pénétration. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a énormément de homosexuels qui se font jamais prendre et vice-versa. Non. Ce soir-là, il n'y aura pas de pénétration. Il y aura quelque chose de magnifique, de très beau, avec des caresses, des bisous, des caresses, des bisous, des choses simples. Et surtout, lui, à un moment donné, il va me faire une félésation. Ah oui, la turlute. Oh, qu'est-ce qui suçait bien, ce garçon. C'est l'extase. C'est l'extase. L'extase, c'est l'extase. C'est l'extase. Qu'est-ce qui suçait bien ce mec? Mais qu'est-ce qui suçait bien? Mais qu'est-ce qui suçait bien? Oh là 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 là. Magnifique, magnifique, magnifique. Très très vite après la petite chose faite, il est pressé de rentrer. Moi, très sentimental, lui, il est du signe du scorpion, moi, je suis du signe de la balance. On est On est complètement opposés tous les deux. On a des pratiques sexuelles complètement. Lui, il est très débridé, il est très sauvage. Moi, je suis très câlin, très amoureux, très sensuel, très sensible, et tout, et tout, et tout. Avant de partir, il me donne son numéro de téléphone, et moi le mien. Bien sûr, Julien, il part dans sa ville en, en Île-de-France le soir même. Il ne va pas rester la nuit avec moi. Non, Julien n'est pas un garçon qui reste après avoir fait la chose. Non, 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 non. J'aurais bien voulu qu'il reste dans mes bras, qu'il me tienne chaud, parce qu'en plus c'était l'hiver, je crois. J'aurais bien voulu l'avoir collé à moi toute la nuit, rien que pour moi, rien que pour moi, rien que pour moi. Mais ça ne passera pas du tout comme ça, malheureusement. Voilà. Voilà mon première histoire avec Julien et mon premier coup de foudre. Et cette partie de la nuit magnifique que j'ai passée dans ses bras, collé corps à corps, tout nu, par terre, sur la moquette, des baisers, des baisers, des baisers, et plein de choses magnifiques. Bon, ben j'espère que cette histoire vous a plu. On va, on va faire une vidéo beaucoup plus tard. Là, je vais m'arrêter je vais continuer à parler de cette histoire et beaucoup d'autres choses sur l'autre vidéo qui va suivre après. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a plu.
Merci beaucoup de votre écoute et j'espère que cette histoire vous a beaucoup plu. J'ai pas été grossier, hein. C'est des choses tout à fait normales de la vie qu'un adulte connaît, qu'il soit hétéro ou homosexuel. Bisous, adeus, grande abraço para os portugueses que gostam dos homossexuais e que não são assim quesitos, que sabem que o amor que seja homossexual, o amor que seja heterossexual, pode ser um amor puro, um amor verdadeiro. Eu espero que os portugueses que estão a ouvir as minhas palavras gostam de mim e que se lembrem que um amor é o amor. Que seja homossexual, que seja heterossexual, um amor é o amor. L'amour, c'est l'amour. Il n'y a pas d'hétérosexuel, il n'y a pas d'homosexuel, il y a un amour, point, barre à la ligne. Bisous, beijinhos, adeus, até a próxima, se Deus quiser.